Bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer le sixième chapitre du cours sur l'alarme sécurité incendie. Et donc ce sixième chapitre sera consacré à la sécurité incendie. Donc les systèmes de sécurité incendie, c'est vraiment des systèmes qu'on trouve plutôt dans les locaux qui reçoivent du public. Donc là il y a une réglementation à suivre en fonction du nombre de personnes qui peuvent être présentes en simultané dans les locaux. Mais c'est pas quelque chose qui est réglementé dans les habitations pour les particuliers. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve plutôt donc dans ces fameux établissements qui reçoivent du public ou des établissements qui reçoivent des travailleurs. Donc il faut savoir que dans la sécurité incendie, on utilise beaucoup d'abréviations, beaucoup de sigles. Le plus important, c'est celui qui désigne le système lui-même, hein, c'est le SSI, c'est donc le système de sécurité incendie. Et donc il permet de répondre à plusieurs fonctions, hein, ce système. La première, évidemment, ça va être de détecter l'incendie le plus tôt possible, puisque là, on est en train de parler de sécurité, hein, il y a des vies, des gens qui sont en jeu. Donc il va falloir essayer de le faire le plus tôt possible, parce qu'on sait qu'un incendie, hein, il peut évoluer très rapidement. Une fois que l'incendie est détecté, il faut le signaler aux personnes ou au personnel qui sont présents dans l'établissement. Et enfin, il faut évacuer le public de l'habitation. Et donc je rajoute aussi empêcher la propagation de l'incendie. Donc on détecte l'incendie, on le signale, le public est évacué le plus rapidement possible, et enfin on empêche la propagation de l'incendie. Et donc si on regarde ce système dans son ensemble, effectivement on voit qu'on a beaucoup d'abréviations, on va essayer de les survoler un petit peu. Donc la partie détection est assurée par le SDI, c'est le système de détection incendie. C'est là où on a donc cette fameuse partie de détection de l'incendie le plus tôt possible. Donc dans le SDI, on trouve deux types de détecteurs, hein. On a des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels. Donc dans les détecteurs automatiques, on peut détecter plusieurs phénomènes liés à un incendie, que sont l'émission de fumée, l'augmentation de chaleur et aussi la présence de flammes. Donc on a des détecteurs spécifiques pour chacun de ces phénomènes. Et puis on a les déclencheurs manuels où là on va utiliser la présence des occupants qui vont constater eux-mêmes le début de l'incendie et qui vont aller signaler par ce déclencheur, donc c'est le fameux bris de glace, hein, l'incendie. Ensuite on va dire la partie unité centrale, donc qui est composée de deux éléments. On a l'équipement de contrôle et de signalisation. Donc finalement c'est le clavier de commande si vous voulez, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir lire les informations des différents détecteurs directement à la centrale, quoi. Et puis on a le centralisateur de mise en sécurité incendie, où là, on va centraliser toutes les actions qui vont devoir être entreprises en cas de détection incendie. Donc ce ECS, hein, équipement de contrôle et de signalisation, et ce CMSI, ils sont secourus par une AES, c'est-à-dire une alimentation externe de secours, c'est une batterie, quoi. Évidemment, en cas d'incendie, il se peut qu'il y ait des coupures d'alimentation secteur, donc il faut pouvoir secourir, donc alimenter provisoirement le système avec une batterie. Donc une fois que la décision est prise en fonction des informations des différents déclencheurs, on va émettre des actions. Et donc ces actions, c'est le SMSI, le système de mise en sécurité incendie, qui va s'en charger. Et donc, quelles sont les actions possibles? Déjà, on va émettre une alarme sonore, donc avec des diffuseurs sonores, en fait. C'est eux qui vont émettre le bruit caractéristique de la sirène d'alarme incendie. On a également des dispositifs actionnés de sécurité, des DAS. Donc les dispositifs actionnés de sécurité, ce sont des appareils qui sont actionnés en cas de détection incendie. Typiquement, le plus courant, c'est la fermeture automatique des portes coupe-feu. Ces portes coupe-feu, pour pouvoir ne pas gêner la circulation des personnes au sein de l'établissement en temps normal, elles sont ouvertes. Et aussi pendant la phase d'évacuation du personnel, il faut qu'on puisse les manipuler sans qu'elles soient bloquées, mais que pendant la phase d'essayer où on essaye de circonscrire le feu à l'intérieur de l'habitation pour qu'il se propage le moins vite possible, il faut qu'on puisse les fermer. On a également des blocs autonomes d'alarme sonore,
Donc là aussi, c'est de la diffusion sonore. La différence avec le diffuseur sonore, c'est que lui, il est autonome. Ça veut dire qu'il possède sa propre batterie. Et on peut aussi, dans les dispositifs actionnés de sécurité, enclencher des systèmes de désenfumage ou des systèmes d'extinction automatique. Donc avec projection d'eau ou des choses comme ça. Donc on voit que dans la mise en sécurité incendie, on a des étapes qui sont claires. La première étape, c'est bien de détecter et de signaler. Donc détecter le feu au plus tôt et signaler sa localisation au personnel de surveillance pour effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité des personnes pour limiter les dégâts dans le bâtiment. Donc détection de fumée par un détecteur automatique ou appui sur un déclencheur manuel et puis signalisation sonore et visuelle pour pouvoir prévenir le personnel de surveillance. Une fois la détection faite, deuxième étape, c'est la mise en sécurité, qui va consister à évacuer, donc informer le public à l'aide de signaux visuels et sonores, et libérer les issues de secours. Donc les issues de secours qui peuvent être habituellement verrouillées en fonctionnement normal vont être déverrouillées par un système automatique. Donc on va prévenir avec la signalisation sonore. On a une signalisation visuelle qui va s'activer pour indiquer les issues de secours. Et donc ces fameuses issues de secours vont s'ouvrir. Il faut également compartimenter. Donc compartimenter, c'est ce qui va contribuer à la limitation de la propagation du feu, des fumées, pour faciliter l'évacuation du public. Il faut savoir que ce qui gêne le plus l'évacuation du public, c'est pas tellement la chaleur ou les flammes, c'est plus les fumées toxiques. Et donc c'est justement ces fumées qu'on va essayer soit de compartimenter, soit carrément d'évacuer, justement avec le système de désenfumage. Donc le désenfumage, ça va être la protection des personnes des fumées et faciliter l'évacuation. Donc on a ce fameux exutoire, donc voilà, c'est des ouvertures de hublots ou de fenêtres automatiques pour faire l'évacuation des fumées. Et par effet d'aspiration, on va rentrer de l'air frais, mais plutôt dans les basses couches, donc ça veut dire que le public doit pouvoir être évacué en se baissant ou en rampant et pouvoir respirer de l'air frais. Donc c'est un petit peu contradictoire parce qu'apporter de l'air frais sur le lieu d'un incendie, ça peut l'attiser, mais disons que la priorité, c'est pas la protection du matériel, mais c'est bien la protection des personnes, et donc on préférera permettre aux gens d'être évacués en toute sécurité plutôt que d'étouffer le feu en n'apportant pas de l'oxygène sur la combustion, quoi. Donc l'ouverture d'un exutoire de fumée par le biais d'un tableau de mise en sécurité. Et puis enfin on va intervenir. Donc l'intervention, ça va être de favoriser l'intervention des secours en signalant la localisation du feu et l'état des organes de mise en sécurité. Donc grâce à la signalisation, les pompiers pourront savoir où se passe l'incendie. On pourra aussi mettre à disposition des organes de commande pour limiter la propagation du feu et des fumées. Donc on va pouvoir, après, une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus personne, refermer ces fameux exutoires et permettre la coupure des circuits électriques pour éviter les courts-circuits, les risques d'explosion et protéger les services de secours qui vont quand même asperger les lieux avec des éléments qui peuvent être conducteurs du courant électrique. Voilà. Alors, dans les déclencheurs, on va s'intéresser donc aux différents déclencheurs. Dans un premier temps, les déclencheurs manuels. Donc c'est ces fameux déclencheurs manuels qu'on va actionner en cas de détection visuelle d'un incendie. Donc le déclencheur manuel, il est équipé d'une vitre, d'un bris de glace, alors ça c'était plutôt à l'ancienne, ou d'une membrane déformable. Et ils doivent être placés à 1,30 m du sol et à chaque étage et proche des escaliers. Également au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Donc il y a des emplacements spécifiques pour ces fameux déclencheurs manuels. Également près des issues de secours. Donc il y en a plusieurs types. On a le déclencheur manuel à membrane simple. Donc le déclenchement se fait par pression sur la membrane, après avoir brisé la glace éventuellement s'il y en a une. Il faut savoir également que c'est assez... faut appuyer relativement fort pour le déclencher. Donc on ne peut pas déclencher accidentellement un déclencheur manuel en s'appuyant sur un mur par exemple, d'autant que la membrane déformable elle est située dans un creux. Donc voilà, et si on appuie dessus, c'est vraiment qu'on l'a fait exprès, et donc soit c'est un acte de malveillance, soit effectivement on détecte un incendie. Et puis on a certains aussi avec un indicateur mécanique d'étape, et qui sont également réarmables avec une petite clé, donc le déclencheur manuel adressable,
est équipé d'un indicateur mécanique et d'un voyant lumineux, et il est réarmable. Alors pourquoi je l'appelle adressable celui-là? On verra dans le câblage des détecteurs qu'on a deux types de câblage. On peut le câbler un petit peu comme des boucles de détection d'une alarme, c'est-à-dire qu'on va savoir sur quelle entrée on a une détection, mais on ne pourra pas savoir précisément sur quel déclencheur on a une activation. Et s'il est adressable, alors là il y a une communication numérique qui se fait entre les différents déclencheurs et la centrale, et donc du coup on pourra savoir exactement où se situe le déclencheur qui a été activé parce qu'ils ont chacun une adresse numérique. Donc l'indicateur mécanique renseigne sur l'état du déclencheur, donc actionné ou en veille, et le voyant indique si la centrale a pris en compte ou non l'information. Ensuite on rentre dans le domaine des détecteurs automatiques. Donc pour comprendre le fonctionnement des détecteurs automatiques, il faut s'intéresser un petit peu à, j'allais dire, la courbe de feu. Donc cette courbe de feu, en fait, on va voir ce qui se passe en fonction du temps qui s'écoule entre le début de l'incendie et la fin. Et cette courbe de feu, on va aussi pouvoir mesurer la température, l'évolution de la température dans le local. Donc évidemment, quand il y a un incendie qui se déclenche, la température elle a tendance à augmenter. Mais on voit que cette augmentation, elle n'est pas linéaire. C'est une augmentation qui est plutôt de type exponentiel, c'est-à-dire qu'elle monte faiblement au début, puis qu'elle s'accélère au fur et à mesure. Et en plus, on a des phénomènes qui sont différents. C'est-à-dire qu'au début de l'incendie, on a des aérosols de combustion et des fumées. Et donc, ça veut dire que les détecteurs qui vont détecter l'incendie le plus tôt, ça va être les détecteurs de fumée, ioniques ou optiques, les détecteurs multicapteurs qui ont une partie de détection de fumée. Donc, bref, c'est la détection de fumée qui va s'opérer en premier. Donc c'est celle qu'il faut prioriser si on veut détecter rapidement l'incendie. Ensuite, le deuxième phénomène, et donc on voit que la température monte très doucement lors de missions de fumée. Le deuxième phénomène, c'est l'apparition de flammes. Et donc là, on va essayer de détecter les flammes par leur rayonnement ultraviolet, UV, et également par leur rayonnement infrarouge, IR. Et donc là, c'est la détection de flammes. On a une évolution plus rapide de la température. Et enfin, quand l'incendie est vraiment entamé et que là, il y a une combustion très forte, là, c'est plus la peine d'essayer de détecter la flamme. On va essayer de détecter les variations de température. Et donc, on va détecter ça par des différentiels, c'est-à-dire des écarts entre deux valeurs déterminées. Est-ce que j'ai la température qui évolue de tel degré à tel degré dans la pièce, et auquel cas ça voudra dire qu'il y a un incendie. On peut aussi essayer de détecter une valeur statique déterminée. S'il fait plus de 50 degrés dans la pièce, ça ne peut pas être un problème de chauffage, ni de canicule, donc c'est forcément un problème d'incendie. Donc si on dépasse ce seuil, on détectera un incendie. Puis on a aussi la variation vélocimétrique, c'est-à-dire la vitesse de variation d'une grandeur caractéristique, c'est-à-dire combien de temps va mettre la température pour augmenter de 5 ou 10 degrés. Et là, on pourra détecter un incendie même encore plus tôt, parce qu'on saura que n'importe quel système de chauffage ne pourra pas augmenter la température de 5 degrés en moins d'une minute. C'est pas possible. Donc du coup, ça c'est les détecteurs thermiques. Alors, on va voir le fonctionnement de chacun. Les détecteurs de fumée, il y en a plusieurs types, les détecteurs à ionisation. Donc là, on va détecter l'ionisation de l'air qui est le résultat d'un sous-produit de combustion, finalement. Et donc la présence de fumée à l'intérieur de ce capteur modifie la ionisation de l'air, on va pouvoir détecter ça. Et en plus, il faut ces capteurs les tester de temps en temps. Donc ici, c'est un aérosol qu'on a mis au bout d'une perche pour pouvoir faire le test du capteur. Donc on utilise une perche avec un aérosol pour tester. Ensuite, on a la détection optique. La détection optique, elle va utiliser un phénomène qui est relativement simple à comprendre. C'est que s'il y a de la fumée dans une pièce, la lumière aura plus de mal à la traverser. Donc les détecteurs optiques de fumée sont équipés d'un capteur optique, on va détecter la puissance lumineuse, permettant de déceler les particules présentes dans les fumées, par effet de réflexion. Donc ce type de détecteur est particulièrement efficace pour déceler des feux avec dégagement de fumée contenant des particules de combustion visibles. Donc le monoxyde de carbone, etc., tous ces sous-produits-là, il ne pourra pas les détecter. Par contre, dès qu'on aura quelque chose avec une combustion, on va dire, incomplète, de fumée noire, voire même de fumée blanche, dès que la fumée est visible, on aura un effet qui pourra être détecté par ce genre de capteur. Alors on va essayer de comprendre comment il fonctionne.
Donc en fait, dans le capteur, on a une diode, une DEL, qui envoie un faisceau dans un tube. Le faisceau de la diode se déplace en ligne droite sans toucher la cellule photoélectrique. Donc la cellule photoélectrique, elle est ici. Elle est sur un angle de 90 degrés. Donc j'envoie de la lumière tout droit. Si je traverse un élément où il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de raison à ce que cette lumière soit déviée, et donc j'ai aucune lumière qui arrive sur la cellule. Aucune lumière n'atteint la cellule photoélectrique. Si par contre j'ai des éléments de fumée, en fait, ces éléments de fumée vont être utilisés un peu comme des petits miroirs qui vont dévier la lumière. Et ils vont suffisamment dévier la lumière pour que ça atteigne le capteur. Donc la lumière de la diode se répercute sur les particules de fumée et atteint la cellule photoélectrique. Alors la lumière, elle n'est pas forcément déviée que à 90 degrés, elle est déviée dans tous les sens. Mais il y en aura suffisamment qui sera dévié à 90 degrés pour pouvoir détecter quelque chose sur ce capteur. Donc la cellule photoélectrique activée par la lumière produit un courant, et donc on va amplifier ce courant pour pouvoir envoyer l'information à une centrale ou déclencher une alarme. Alors, ça c'était la détection de fumée. Maintenant, un peu plus tard dans la combustion, on a la détection de flamme. Donc la détection de flamme, on va utiliser pour ça des capteurs optiques. Alors les capteurs optiques, en fait, c'est simplement des petites caméras. Et c'est des caméras qui vont être sensibles à certaines formes de lumière. Donc ils réagissent aux rayonnements émis par les incendies. Donc ces rayonnements, évidemment, on a des rayonnements visibles, c'est pour ça qu'on utilise de la flamme pour s'éclairer, mais il y a également des rayonnements qui sont invisibles à l'œil nu, parce qu'ils sont trop bas ou trop hauts dans le spectre du visible, et donc c'est les fameux rayonnements infrarouges et ultraviolets. Donc UV, ultraviolet, IR, infrarouge. Ensuite, la détection de température. Donc la détection de température, c'est ou thermovélocimétrique ou thermostatique. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Le thermovélocimétrique, il permet de détecter les variations rapides de température. Je monte de 10 degrés en moins d'une minute, c'est donc forcément un incendie. Et thermostatique, je vais vérifier le passage au-dessus d'un seuil de température. Donc les détecteurs thermostatiques se déclenchent au-delà d'une certaine température fixe. Alors, maintenant on sort de la partie détection, on va regarder la partie signalisation et automatisme. Donc dans cette partie, on a vu que le plus simple c'était l'alarme sonore. Donc l'alarme sonore, elle est soit simplement un diffuseur, soit ça peut être également une alarme sonore qui est autonome, c'est-à-dire qu'elle a sa propre batterie. Donc l'évacuation des personnes est provoquée par la diffusion d'un signal sonore, ou alors organisée dans certains cas par le personnel de l'établissement. L'alarme doit être audible en tout point de l'établissement. Donc là aussi, il y a une réglementation en fonction des volumes et des surfaces et du nombre de dB qu'est capable de fournir chaque diffuseur sonore. On va avoir des emplacements précis qu'il va falloir équiper en diffuseurs sonores pour couvrir l'ensemble de l'établissement. Il existe des sirènes, des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore, BAAS, c'est-à-dire avec batterie. Le temps minimum de fonctionnement donc pour la batterie est de 5 minutes. Ensuite, le dispositif actionné de sécurité, le fameux DAS. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est les portes coupe-feu. Donc, en fait, finalement, plus que les portes coupe-feu elles-mêmes, ça va être le système de déclenchement de la porte coupe-feu. Alors, on remarque aussi une chose intéressante sur les portes coupe-feu, c'est qu'elles sont quasi exclusivement en bois. Alors, pourquoi ça peut paraître étonnant de mettre des portes coupe-feu en bois alors qu'on sait que le bois est plutôt un bon combustible? Et bien en fait, le fait que le bois soit un bon combustible va nous amener quelques avantages par rapport à une porte métallique par exemple. Une porte métallique, quand elle est soumise à une forte chaleur, elle va aussi également fortement se dilater. Et le truc, c'est que si elle se dilate trop, peut-être que ça peut empêcher le fonctionnement de la porte, l'ouverture ou la fermeture, et donc bloquer des gens à l'intérieur. Donc ça, on veut surtout pas le faire. La porte en bois, même s'il y avait un incendie d'un côté de la porte, l'autre côté de la porte resterait encore manipulable, c'est-à-dire que le bois est également un isolant thermique. Et, troisième et dernier point important, si le bois est suffisamment dense, il va brûler, mais il va mettre un certain temps à brûler, relativement lent. Et donc ça va permettre d'avoir aussi le temps d'évacuation et le temps pour empêcher l'incendie de se propager. Donc on a quand même plusieurs avantages à faire des portes coupe-feu en bois. Donc le principe je reviens au système actionné de sécurité, c'est que en fonctionnement normal,
eh ben, on doit maintenir cette porte coupe-feu ouverte. Donc ça veut dire qu'on a cette partie métallique là qui est sur la porte, et puis on a ce fameux aimant qui est fixé sur le mur, à l'emplacement où la partie métallique vient se positionner quand la porte est ouverte. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir libérer donc cet aimant au moment où on a la détection d'un incendie. Alors également, il y a un petit bouton au-dessus qui permet de fermer la porte sans avoir besoin de tirer dessus comme une brute, même en cas de non-incendie, c'est-à-dire en fonctionnement normal, on doit pouvoir quand même fermer la porte si on le souhaite en appuyant sur le bouton. Mais normalement, la porte doit rester en permanence ouverte et se fermer en cas d'incendie. Donc il est utilisé pour la fermeture automatique des portes coupe-feu, en utilisant des ventouses électromagnétiques. Alors on appelle ça des ventouses, mais on n'utilise pas du tout la dépression de l'air, comme une ventouse en caoutchouc. On appelle ça une ventouse, c'est une façon de parler, on utilise bien un phénomène électromagnétique. À manque de tension ou à émission de tension. Alors oui, il faut que j'explique aussi ce phénomène. Quand on l'utilise à manque de tension, ça veut dire qu'on va libérer la porte quand on coupe la tension. Et elle sera maintenue si on maintient une certaine tension. Parce qu'il faut savoir que le magnétisme, là, on va le créer en utilisant des bobines, donc on va l'utiliser avec un courant électrique, sinon on ne pourra pas le commander. Donc si c'est un manque de tension, si la tension part, la porte se ferme. Si c'est émission de tension, il faut envoyer une certaine tension dedans pour que la porte se ferme. Donc on a les deux systèmes, avec des avantages et des inconvénients sur chacun. Notamment le fait que celui à émission de tension, si jamais il y a une coupure générale de courant, ça va être compliqué de mettre une tension et de fermer les portes. Par contre, celui à manque de tension, pareil, si on a une coupure de courant qui n'est pas due à un incendie, on va avoir une fermeture des portes inopinée, ce qu'on ne veut pas. Donc bon, voilà, les deux systèmes cohabitent. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à la partie raccordement d'un SSI, je rappelle, système de sécurité incendie. Donc le raccordement de l'ECS, de l'équipement de contrôle et de signalisation, et du CMSI, le centralisateur de mise en sécurité incendie, se fait un petit peu comme une alarme, c'est-à-dire avec des boucles. Donc on a toujours notre AES, c'est la batterie de secours. On a une ligne de détection numéro 1. Alors on peut en avoir plusieurs, mais là dans l'exemple j'en ai mis qu'une, qui est rebouclée. Et cette ligne de détection, on voit qu'on a plusieurs éléments qui sont dessus, des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels. Et on voit que cette ligne elle est rebouclée pour faire en sorte que même s'il y avait une coupure dessus, on puisse encore avoir l'information par l'autre côté. Donc ça peut résister, c'est un système robuste, c'est un système résilient qui résiste à une coupure, mais pas deux. Voilà. Et on voit qu'on a des petits chiffres inscrits dessus. Ça, j'imagine que ça doit être les adresses pour les systèmes qui sont adressables. Et donc on a une ligne de télécommande numéro 1, donc la ligne de télécommande c'est les fermetures des portes automatiques. Et enfin on a une ligne de diffuseur sonore. Voilà. Hop, j'ai oublié les animations. Donc les détecteurs, on va les câbler d'une certaine manière. Donc en fait, la ligne de détection comporte des capteurs de détection automatique et des déclencheurs manuels. Il va falloir faire cohabiter les deux. Cette ligne de détection est rebouclée pour détecter les problèmes de coupure de la ligne, tout en conservant la détection active, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette ligne peut être de type conventionnel, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les éléments en parallèle avec une résistance à la fin. Alors la résistance à la fin, la résistance terminale, c'est comme dans tous les systèmes avec un rebouclage à résistance, c'est ce qui permet à la centrale de savoir s'il y a eu une coupure ou pas. C'est-à-dire que si on va mettre une espèce de dôme-mètre sur la boucle de détection, et si la résistance équivalente à tout ça, c'est la valeur de la résistance terminale, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure. S'il y a une coupure, la résistance sera infinie, et donc on pourra détecter un problème. Ou alors, ça peut être de type adressable, donc dans ce cas-là, en fait, c'est pas un fil avec une boucle, c'est un bus. Un bus en informatique, en fait, c'est un fil sur lequel on va faire passer des informations numériques. Et les informations numériques qu'on va faire passer, c'est l'adresse de chacun des éléments, pour pouvoir déjà savoir s'ils sont bien là et actifs, et ensuite avec un code spécifique si jamais il y a une détection. Alors voici un exemple de ligne de détection, mais ça va dépendre du matériel utilisé. Donc ici, on a la sortie de la centrale incendie, et on voit qu'on a une ligne parallèle, c'est-à-dire une ligne avec deux fils. Plus sur plus, moins sur moins. Et donc, on a des entrées et des sorties sur le détecteur automatique, là,
Et donc ce détecteur automatique, on rentre la ligne sur les deux entrées plus et moins, on ressort sur plus et moins, et ça va rentrer sur plus et moins d'une deuxième détection, on ressort. On rentre sur plus et moins d'une autre détection et on ressort, là sauf que sur ce déclencheur manuel, le plus est commun à l'entrée et à la sortie. Donc ça dépend des cas. Hein. Là pareil, plus moins on rentre, plus moins on sort, donc on voit qu'on est bien sur une ligne parallèle. Autre particularité, ici le tout premier détecteur, là le 1.07, il possède un indicateur d'action. En fait c'est un voyant lumineux qui va s'illuminer quand le capteur est activé. Donc le capteur généralement au plafond, et donc on va donner cette indication à l'utilisateur pour savoir s'il a été activé ou pas. On voit que par exemple les autres détecteurs ne l'ont pas, celui-là a cette particularité là. Donc on voit bien que c'est une ligne parallèle, quoi. Ensuite, les diffuseurs sonores. Donc les diffuseurs sonores, c'est un peu le même principe. Donc ici toujours la centrale, on a sur cette centrale deux lignes de diffuseurs sonores, hein, ZA1 et ZA2, on a décidé de câbler que ZA1, plus et moins, et donc je vais me mettre sur le plus et moins des diffuseurs sonores. Donc les diffuseurs sonores, ils n'ont pas leur propre batterie, donc ça veut dire qu'ils doivent être alimentés par la centrale, donc on voit par exemple celui-là peut être alimenté entre 9 et 28 volts continu, et puis on a même deux sonneries différentes, donc là on a décidé de câbler la première sonnerie. Et là on remarque cette fameuse résistance terminale de 5,1 kΩ qui va permettre de savoir s'il y a une coupure sur la ligne. Donc la ligne des diffuseurs sonores est une boucle classique parallèle avec une résistance terminale. Alors parallèle, ça veut dire dérivation. Hein. Ensuite, ligne de télécommande, on a pareil, sur cette centrale-là, 4 lignes de télécommande disponibles. On a décidé de câbler que la première, et c'est également un câblage parallèle. Donc plus sur plus, sur plus, sur plus, sur plus, moins sur moins, sur moins, sur moins, sur moins. Et donc, ces fameuses commandes de dispositifs actionnés de sécurité pour commander les portes coupe-feu, on a dit que le magnétisme était créé avec une bobine. Et donc on voit cette bobine ici qui est représentée. Et le fait d'envoyer du courant dans une bobine, et de couper le courant dans la bobine de façon abrupte, de façon nette, ça va créer un problème de surintensité en sortie de bobine, parce que dans une bobine, on ne peut pas couper le courant rapidement. Le courant a de l'inertie et ça peut créer des surtensions en sortie de bobine. Et c'est pour ça qu'on vient rajouter dessus des diodes de roue libre. Donc la ligne de télécommande est une boucle parallèle entre les différents dispositifs actionneurs. Chaque dispositif présentant une entrée sur relais électromagnétique, il faudra câbler une diode de roue libre en protection. Et donc on termine comme d'habitude avec l'exercice. Alors, première question, donnez le rôle d'un déclencheur manuel. Le rôle d'un déclencheur manuel, ça va être de signaler un incendie qui sera constaté par un utilisateur ou un individu. Donc c'est un déclencheur qui permet à une personne de signaler un incendie. 2. On va essayer de donner un exemple de dispositif actionné de sécurité. Justement, on vient d'en parler d'un, mais on en a d'autres. Hein. Un dispositif actionné de sécurité, c'est quelque chose qu'on peut actionner autre qu'une alarme en cas d'incendie. Donc, par exemple, on peut citer les portes coupe-feu, mais on pourrait aussi dire une trappe de désenfumage, etc. Que veulent dire les initiales SSI ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abréviations dans la sécurité incendie, mais s'il n'y en avait qu'une seule à connaître, c'est le nom du système complet. Donc le système complet, il s'appelle Système de sécurité incendie, SSI. 4. Remettez ces étapes de la sécurité dans le bon ordre. Alors, on a plusieurs étapes. Intervenir, ça c'est une étape. Détecter et signaler, c'est une seule étape, il n'y a pas une étape détectée et une étape signalée, c'est détecter et signaler, c'est une étape, et mettre en sécurité. Donc, voilà, je pense que si on veut être le plus efficace possible, la première chose à faire, ça va être de détecter et signaler. Ensuite, il faudra mettre en sécurité les gens, et à la fin, intervenir avec les pompiers. Donc, détecter, signaler, mettre en sécurité, et enfin intervenir. 5. Expliquer le fonctionnement d'un détecteur optique de fumée. Alors, le détecteur de fumée optique, il va essayer de détecter si la lumière passe bien ou pas.
à travers un espace. Et si la lumière passe mal, ça veut dire qu'il y en aura une partie qui aura été reflétée vers un détecteur. Donc les particules visibles de la fumée coupent un faisceau de lumière. Cette coupure est détectée par le capteur. Expliquer le principe d'un capteur vélocimétrique. Donc vélocimétrique, véloci ça veut dire vitesse, hein. Métrique ça veut dire mesure. Donc on va mesurer la vitesse à laquelle la température augmente. Et donc si cette température augmente rapidement, alors on saura qu'on sera en face d'un incendie, et pas simplement de quelqu'un qui a augmenté le chauffage ou du soleil qui tape sur une baie vitrée. Donc ce détecteur mesure la vitesse de la montée en température d'une pièce pour détecter un incendie. Et voilà qui termine ce cours. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier chapitre de l'alarme sécurité incendie, où cette fois on parlera donc de l'éclairage de sécurité. Merci et à bientôt.